Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission Business Alia, l'émission qui est réservée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, la gestion de l'embauche sur le marché du travail. Alors bonjour Esther. Bonjour Samine. Ça va bien? Rachem et toi? Écoutez, ça va bien. Alors comme je disais, donc aujourd'hui nous allons parler d'une question assez cruciale en tant que pour vous entrepreneurs, qui est la gestion de l'embauche. Donc normalement, si vous êtes entrepreneur et que vous avez envie et que vous avez besoin d'employer des salariés, on va un petit peu faire le tour aujourd'hui justement sur les lois, sur les embûches à éviter, etc. Et nous avons donc le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Yaakov Garçon. Bonjour. Bonjour Maître, comment allez-vous? Bien. Alors Yaakov Garçon, vous êtes donc spécialisé, vous êtes un avocat spécialisé sur le droit du travail, 13 ans en Israël je crois. Et voilà, donc on va faire un petit peu avec vous le tour de la question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de sociétés israéliennes sont dirigées par des chefs d'entreprise francophones, n'est-ce pas? Et il est donc important de savoir exactement comment ça se passe pour leurs employés sur le marché du travail. Alors justement, ce qui est important à savoir en fait, Sabine et Yaakov, c'est que il y a différents types de contrats d'embauche, il y a différents types de rémunérations, il y a des rémunérations au salaire fixe et mensuel, c'est-à-dire qui ne dépendra pas des heures de travail effectuées, il y en aura qui seront à l'heure, dépendant donc des heures effectuées. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le contrat de travail gère un petit peu l'ensemble des caractéristiques du poste. Comme va nous l'expliquer le maître Garçon, il n'y a pas d'obligation réelle de faire un contrat, il y a une autre obligation, mais disons que ça peut sauver en cas de conflit, et souvent les employeurs français qui ne connaissent pas très bien les lois sur le marché donc, de l'embauche en Israël se heurtent à différents problèmes en cas de conflit. Déjà, moi j'apprends justement avec stupeur que le contrat de travail n'est pas obligatoire. Alors c'est le contrat écrit qui n'est pas obligatoire. D'accord. Parce que le contrat est de fait. Le fait que l'employé vient au travail et reçoit son salaire, c'est un contrat, sauf qu'il n'est pas écrit. Il est oral, il est comportemental. Maintenant, à défaut de transmettre un contrat écrit, il y a une obligation dans la loi de remettre ce qu'on appelle la Hoda, la Oved, c'est-à-dire une notification à l'employé des données qui lui sont, primordiales pour lui en tant qu'employé. Donc, son supérieur, dans les groupes où il y a beaucoup d'échelons, il doit savoir à qui référer, et les conditions auxquelles il est employé en termes de salaire et des cotisations sociales qui lui sont accordées. Si c'est celles qui sont prévues par la loi, ou si c'est des avantages que l'employeur décide de lui donner. Et toutes ces conditions doivent être résumées dans un document qui s'appelle Oda à la Oved et qui doit être remis à l'employé au moment de l'embauche. D'accord. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, ça cause beaucoup de problèmes par la suite, puisque après les désaccords vont se multiplier sur les conditions qui sont changées en cours de route, ou bien les conditions de rémunération qui ne sont pas toujours consignées dans cette Odala Oved. C'est-à-dire qu'on donne à l'employé une espèce de contrat officieux, quoi, écrit. C'est une Oda, ça veut dire c'est pas un engagement de sa part. Non. Par opposition au contrat, ça ne nécessite pas un engagement de la part de l'employé, c'est juste une notice informative. Et si les conditions de travail évoluent en cours de contrat... Il faut la redonner. Et le patron le fait obligatoirement? Le patron doit le faire. D'accord. Alors la plupart des employeurs ne le font pas. C'est ça. Et les conditions changent par une notification orale. Des fois il y a un mail, des fois il n'y en a pas. Maintenant, pour les conditions qui sont essentielles, c'est primordial de savoir à partir de quand elles courent. Si jamais elles portent atteinte aux droits du salarié, ça lui ouvre des recours. Et pour ça, il faut pouvoir le prouver. Parce qu'après, on finit par des conflits qui disent « tu m'as dit, je t'ai pas dit ». Et là, c'est la lettre initiale, le contrat initial qui est pris en considération. Alors l'idéal, c'est d'avoir un contrat écrit qui résume toutes les conditions. Alors ce qui est quand même juste important de préciser, et surtout en différence avec la France, c'est d'abord, il faut bien préciser qu'il n'y a pas de contrat de travail déterminé ou indéterminé, il n'y a pas ce genre de notion. Il n'y a pas de CDI, CDD. Il n'y a pas. Il n'y a pas de période minimale, exact. Voilà, on emploie. Maintenant, quand on commence l'emploi, effectivement, comme le dit Maître Garçon, donc il y a ces problèmes effectivement sur l'évolution des conditions qui ne sont pas spécifiées et pas actualisées d'une part. D'autre part, il y a effectivement la façon dont on va vont s'appliquer les droits sociaux, sur quelle base de rémunération. Il faut bien expliquer, par exemple, le cas classique des employeurs français en Israël, avec beaucoup d'employés, c'est les call centers. Sur les call centers, il y a dans n'importe quel salaire, un salaire de base et un salaire qui est dû à des commissions sur vente. Et là commencent les problèmes sérieux, entre guillemets, sur justement quoi s'appliquent les droits sociaux, sur l'ensemble de la rémunération salariale ou pas. Et je pense que vous avez des cas réguliers sur... Oui, voilà. Alors effectivement,
les call centers, ça fait partie des nombreux entrepreneurs français qui sont en Israël, qui travaillent donc sur des terrains, on va dire, français, mais qui sont soumis au droit local pour tout ce qui est droit du travail. Donc effectivement, la rémunération, comme l'a dit Esther, est souvent, voire même tout le temps, composée d'un fixe et d'une commission en fonction des résultats de l'employé. Quand la commission, elle est fixée sur des conditions qui sont mises en accord entre les deux parties. Donc ça peut être un pourcentage des ventes effectuées, auquel cas, c'est, on va dire, le cas le plus simple. Mais quand, par exemple, on a certains cadres qui sont rémunérés sur le bénéfice de l'entreprise, comment on calcule ce bénéfice? Est-ce que c'est un bénéfice avant impôt, après impôt? Sur des cas où, par exemple, les commissions sont accordées, mais uniquement si le contrat qui a été donc convenu avec le client, donc en France, va à son terme. Et souvent, c'est des délais qui courent pendant 3-4 mois. Et si le contrat ne va pas à son terme, il y a une pratique dans certains call centers qui veut qu'on retire la commission qui a été accordée à l'employé. Alors ça, c'est ponctionné sur le salaire de l'employé, c'est interdit par la loi s'il n'y a pas d'accord écrit préalable. Donc là encore, l'importance d'un document écrit, même si on dit qu'il n'y a pas d'obligation de faire un contrat, mais au final, les conditions du terrain font qu'il y a oui une obligation de mettre par écrit beaucoup de choses, et donc tous les employeurs auraient à gagner à faire un contrat en amont pour éviter tous les conflits a posteriori. Mais attendez, Maître Garçon, si l'employeur veut en effet faire un contrat pour être couvert, etc., est-ce que l'employeur doit payer, parce qu'il faut donc payer un avocat, est-ce que l'employeur doit également participer aux frais d'avocat ou c'est uniquement sur le salarié ? Ah non, c'est uniquement sur l'employeur. C'est que sur l'employeur. Ça fait partie de ses frais de structure. Ça veut dire que c'est lui qui porte l'entière responsabilité de la bonne tenue de son lieu de travail. Et vis-à-vis du juge, c'est aussi la même situation. Donc si jamais il y a une inexactitude dans les conditions, ce sera souvent interprété à la charge de l'employeur qui est réputé être la partie avec le plus de moyens et le plus de force. Alors, ce que je voudrais rajouter concernant ces fameux call centers, justement, sur les droits sociaux, il y a un des droits, enfin, cotisation retraite que l'employeur doit payer pour l'employé et une partie qui est prélevée du salaire de l'employé. Très souvent, la pratique des call centers, pas toujours, mais disons quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec la loi, par méconnaissance de la loi, je pense, c'est qu'en fait, la cotisation doit être prélevée sur l'ensemble du salaire comprenant les commissions de vente. C'est-à-dire que le salaire de la personne n'est pas uniquement son salaire de base, mais en fait l'ensemble de l'argent qu'il reçoit, parce qu'un commercial dont le salaire est tout le temps composé de commissions, en fait, a son salaire défini comme étant avec les commissions, et c'est là-dessus que doit être calculé en fait les prélèvements, les cotisations retraite, sachant qu'il y a un maximum prévu par la loi, qui est le salaire moyen en Israël, qui est à peu près de 10 200 shekels en 2019, et donc l'employeur a le droit de se limiter à ce montant-là, même si l'employé recevait plus d'argent. Pour finir un petit peu en termes de cotisation par rapport au pourcentage, ça correspond à peu près pour l'employé à 6% et demi de son salaire à lui et à 12% et demi en charge pour l'employeur. D'accord. Donc premier conseil, faire appel à un avocat pour légiférer en fait le contrat de travail. Pour rédiger un contrat, effectivement. D'accord. Super. Alors au niveau, alors moi il y a une question personnellement qui voilà que je me pose au niveau du temps d'essai. Oui. Comment ça se passe ici ? Alors il n'y a pas de période d'essai définie dans la loi écrite. La jurisprudence a reconnu évidemment que la période d'essai c'est une réalité. Ça veut dire quand on commence un emploi ou quand on engage un employé, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc forcément les premiers mois sont d'office considérés comme des périodes d'essai. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose. Ça veut dire qu'en termes de rémunération, ça change absolument rien. Ça, il faut bien le comprendre. Ça veut dire que ce soit période de formation, période d'essai, les droits à la rémunération sont les mêmes. Alors peut-être que, évidemment, dans les cas où il n'y a pas de travail, il n'y aura peut-être pas de commission, mais le salaire horaire est dû de la même manière que si c'était un travail régulier. En termes de facilité de licenciement, il n'y a pas non plus beaucoup de différence. Par le passé, il y avait plus de latitude à un employeur pour on va dire, se séparer plus facilement d'un employé qui était en période d'essai. Aujourd'hui, il a les mêmes obligations qu'un employé qui a beaucoup d'ancienneté. On sera moins exigeant quant au motif. Parce qu'il est vrai que si jamais on n'a pas une période très très longue ensemble... Mais alors c'est combien de temps la période d'essai ? Parce que la jurisprudence va entre 3 mois, c'est une période assez on va dire, convenue comme une période d'essai. À partir de 6 mois et plus, ça devient difficilement crédible. Ouais. Voilà. Parce que voilà, il y a quand même quelque chose que ça dépend de l'activité aussi. Ouais, qui est en fait intéressante et qui date de ces dernières années ou peut-être même dernière année. En fait, prenez un métier pour lequel il faut former l'employé. Je vais vous donner un exemple, l'expertise comptable ou autre, par exemple. Et donc, on prend l'employé, par exemple. Ou avocat. On prend l'employé ou avocat et on va lui faire un stage dans lequel on va le former.
D'accord ? Maintenant, les employeurs israéliens ou autres, je ne sais pas, ça se passe aussi ailleurs comme ça, ont un peu de mal parce que souvent, il y a une formation qui n'est pas forcément un stage défini par la loi, mais une formation qu'on fait qui coûte de l'argent à l'employeur, puisqu'il va monopoliser son équipe, il va perdre du temps et ainsi de suite, puis par manque de rentabilité de l'employé. À ce moment-là. Voilà. Et puis, une fois la formation en poche, il se barre. Il s'en va. Contrairement à ce qui avait été prévu dans un contrat, on va dire avec un engagement moral, on lui avait dit tu peux pas partir avant 2 ans parce qu'entre le moment où on va finir par vraiment te former et on va commencer à profiter un peu des fruits de ta formation. Et donc j'ai été franchement très 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 touchée et heureuse de découvrir qu'il y a une jurisprudence qui permet de faire payer une formation à un employé. C'est-à-dire de dire, OK, voilà, la formation coûte tant, et si tu partais avant ta formation, tu seras redevable au prorata de ce que tu n'as pas donné comme temps de travail, tu seras redevable de cet argent. C'est pas mal. C'est pas mal, ça dépend de quel côté on se place, mais ça peut être pas mal. Mais effectivement, c'est pas mal seulement si c'est consigné par écrit tout à fait. avant le début de la on revient toujours au même principe. Problème. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on aborde la question des droits des employés qui est prévue par la loi. Alors, quels sont Je vais en donner un petit peu comme ça, et puis après on va parler des droits surtout concernant le licenciement, qu'est-ce qui se passe. Exactement. D'accord. Droit de travail en Israël, c'est très simple. Salaire horaire, 29 shekels, .12 de l'heure. C'est un peu juste. Misère. Oui, je parle des salaires minimaux, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est le salaire misère, oui, franchement misère. Maintenant, les congés payés, c'est un peu augmenté. On a droit, pour quelqu'un qui travaillerait à plein temps, 5 jours par semaine, il a le droit à 12 jours par an. C'est mieux, donc 1 jour par mois. Ça va mieux. Si avant, c'était 10 jours par mois, par an. Maintenant, c'est 12. Donc c'est 1 jour par mois. Donc c'est bon. On est dans le bon sens. En dehors des fêtes juives en dehors des Yamim Tovim. Qui sont fériés, ouais. Voilà, alors évidemment, tout ça, c'est pour des gens qui travaillent de façon régulière. Des gens qui travaillent moins d'heures, moins de jours. Il y a tous des calculs savants qu'on doit appliquer, et ainsi de suite. Congé de maladie, il y a 1 jour et demi par mois, potentiellement cumulable sur 5 ans. À peu près 90 jours cumulables. Toujours même principe, fonction des heures de chacun et des temps de travail. Alors, il y a une loi également, je crois, qui n'existe pas en France, qui s'appelle le Dmei Havra. Alors, les Dmei Havra, tout à fait. Alors ça, j'aimerais bien qu'on puisse en dire un mot parce que il n'y a pas l'équivalent en France. Nahon. Alors, vu la vie trépidante qu'il y a en Israël, au-delà des congés payés qu'on donne aux employés, on va leur donner de l'argent pour aller s'aérer. Ce qu'on appelle Dmei Havra. Bon, alors pour avoir une petite idée de ce qui se passe dans le salaire, en fait, dans le marché privé, ça correspond à peu près à 380 shekels par jour pour un plein temps. La première année d'activité, c'est 5 jours payés. Deuxième année, troisième année, c'est 6 jours et ainsi de suite, ça augmente. Ça, c'est super bien quand même. C'est sympathique. Ils sont d'ailleurs payés au mois de juin en général. Entre le juin et août même, je crois qu'on a un petit exactitude. Pas mal. Donc ça, c'est pour partir en vacances. C'est pour partir en vacances. Ok, voilà. C'est bien. Okay. Super. Bon, après, les frais de transport, c'est standard. Si ce n'est qu'il faut savoir qu'un employeur n'est pas toujours obligé de payer tous les frais de transport à son employé. C'est-à-dire qu'il y a une limite auquel il peut être d'accord de participer. C'est la Rochi, c'est la carte, le mensuel de l'abonnement du bus, c'est ça? Voilà, mais c'est bien 3 jours par si semaine. Ça coûte moins, oui. Voilà. Si ça les mois où il n'y a pas un plein emploi, par exemple, on est obligé de payer tout le Rochi, on paye la valeur nominale. La carte ici par jour, voilà. Et aussi, sachant que donc il peut limiter le montant qu'il va payer s'il pense qu'il doit payer 800 shekels par mois en coût, il ne va pas le payer, ça va être une partie de ses conditions. Mais ce qui est très intéressant, au-delà de tous ces droits, il y a une chose que, en fait, je pense les employés et les employeurs surtout doivent savoir comment fonctionne le licenciement en Israël. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de jurisprudence depuis ces dernières années qui protègent un peu plus l'employé quand même, parce que bon, je pense qu'en Israël, l'employé est beaucoup moins protégé qu'en France, c'est clair. Voilà. Il y a un truc quand même, moi je me rappelle, qui m'avait interpellée à l'époque où j'avais une société, où je travaillais dans une société, c'est le chimois. Voilà. Ah, le chimois, c'est quelque chose quand même. Voilà, alors exactement. voilà, Vakasha, le chimois. Alors, le chimois, le fameux chimois. Donc chimois, ça veut dire écouter. Donc on traduit par audition, mais bon, c'est pas vraiment une bonne traduction, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un employeur, avant de se séparer d'un employé, doit lui accorder un entretien préalable au licenciement, dans lequel l'employé aura l'occasion de répondre aux griefs qui lui sont adressés, donc aux éléments qui font que l'employeur veut se séparer de lui. Donc le discours, il est celui-ci. Je ne suis pas content, ou bon, pour X, Y raison, je ne suis pas content de ton travail ici, j'ai l'intention de te licencier. En gros, il lui donne un droit de réponse, c'est ça ? Voilà, alors en fait, la convocation à l'entretien préalable doit être écrite. D'accord. Elle doit comporter, même succinctement, les motifs du licenciement. Alors, il n'y a pas d'obligation dans la loi. Tout ça, c'est jurisprudentiel. Donc, tout ça ne se trouve pas dans la loi écrite. Ah ouais, mais je peux vous assurer que par expérience, ce n'est que plus appliqué par les tribunaux au final. Ouais, complètement. Mais donc, la convocation écrite, les motifs du licenciement. Alors,
Par le passé et traditionnellement, il n'y a pas d'obligation en Israël de motiver un licenciement. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'une cause réelle et sérieuse de licenciement comme en France. Mais la jurisprudence, encore elle, est venue et a quand même établi que même s'il n'y avait pas d'obligation de présenter un certain motif, il y a une obligation de rester de bonne foi. Donc toute décision qui serait arbitraire, trop, on va dire, de mauvaise foi envers l'employé, ou bien l'évocation d'un motif qui n'est pas réel, serait sanctionnée au final. Donc on n'est pas obligé de donner un motif, mais si on en donne un, il faut donner le bon. Ça, c'est une première chose. Après, il y a l'entretien donc ça aussi, préalable. conseil avec son avocat. Ça, il faut que la convocation soit écrite. Donc après, convocation par WhatsApp, convocation par SMS, tout ça, c'est des cas qui arrivent devant les juges et ça ne fait que, au final, traduire parfois la mauvaise foi et parfois même le manque de respect que l'employeur peut manifester à l'égard de l'employé et ça n'arrange pas les affaires. Donc la convocation écrite, la signification que l'employé peut être représenté par un avocat de son choix au Chimois. L'employé doit signer cette convocation qu'il a reçue une fois parce que je crois qu'il a un SICOM, il a un résumé après de ce fameux Chimois. Alors le Chimois, il est reporté par écrit. Aujourd'hui, on enregistre, puisque avec les téléphones c'est plus simple, on enregistre, les deux parties enregistrent en général et si jamais il faut la mettre par écrit, il y a des sociétés pour ça. Mais en tout cas, il faut que... Alors, pendant le Chimois, qu'est-ce qui se passe ? Pendant le Chimois, l'employeur, il écoute. C'est tout ce qu'il a à faire. Ça veut dire que c'est donné à l'employé. Quand même, quelles sont les raisons ? Il demande les raisons ont été expliquées dans la lettre et l'employé peut répondre par écrit. Ça se fait dans les grands groupes. Il y a une réponse écrite parce que c'est plus compliqué. Dans les petits groupes, on se contente de l'entretien lui-même. Et la réponse doit être... L'employé répond, vous dites que je fais ça, mais en fait, c'est pas vrai. Vous dites que je fais ça, en fait, c'est pas vrai. Après quoi, l'employeur a quand même la discrétion de licencier ou pas l'employé, mais cette décision doit être prise en tenant compte des éléments évoqués par le Chimois. Je me doute que c'est juste protocolaire. Alors, c'est assez protocolaire, c'est vrai, mais comme ça n'est que protocolaire, quand le protocole n'est pas respecté, c'est sanctionné. C'est quoi les sanctions auxquelles un employeur peut avoir si jamais il ne fait pas justement ce genre de procédure ? S'il ne fait pas la procédure du Chimois ou s'il l'a fait de manière trop artificielle, par exemple, des délais trop serrés, Chimois demain matin, décision de licenciement demain soir, c'est pas un Chimois. Ça, c'est, comme vous avez dit, c'est même pas protocolaire. Voilà. Donc, il faut des jours. Si l'employé demande à repousser, on doit, et que c'est raisonnable parce que son avocat ne peut pas venir, parce que tout ça, il faut lui accorder le temps. Sinon, à quoi on s'expose ? Alors, la jurisprudence n'oblige pas les gens à travailler ensemble. Ça veut dire que si jamais un employé a été licencié et qu'il attaque son employeur, il n'y a pas, en général, on n'oblige pas les gens à travailler ensemble. Ça veut dire qu'on ne va pas remettre l'employé dans la société. Mais il peut bénéficier de c'est traduit par des dommages et intérêts. J'ai entendu 1 an de salaire, c'est vrai ? Alors, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça dépend beaucoup... Welcome to Israel. Voilà, ça dépend beaucoup de l'ancienneté. Parce que plus le kécher est long, et plus il faut justifier d'une bonne raison pour se séparer, et plus les gens sont aussi très chargés émotionnellement, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus tentés d'aller recourir à un recours en justice. Pour les petites personnes, ça dépend beaucoup de l'ancienneté, du niveau de l'employé en question, son niveau dans l'échelon de la société, et des circonstances. Ça veut dire, si jamais les règles ont été respectées, alors ce sera moins, mais c'est des sanctions qui sont clairement, on va dire, pénales. Ça veut dire que c'est voué à pénaliser l'employeur. C'est pas pénal au sens du droit pénal, mais c'est les clauses pénales, ça veut dire que ça ne correspond pas forcément à un préjudice subi par l'employé. Voilà. Mais ça existe donc, quand on parle d'1 an de travail, ça existe, de rémunération d'1 an de salaire. Moi, j'ai vu un employeur payer 1 an de salaire à son employé. Ça peut si exister. ça fait longtemps qu'il est dans la boîte. Ça peut exister, oui. Si ça fait 13 ans, 15 ans qu'il est dans le groupe et qu'on l'a vraiment... malmené. Voilà, ça peut exister. En résumé, je crois que, pour résumer le sujet, en fait, c'est de dire d'une part, de mon expérience d'une part, et puis bon, de ce que j'ai entendu, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau pour les gens qui travaillent en Israël. Il est clair qu'une société qui emploie des gens doit avoir un avocat avec lequel elle peut se conseiller, faire des contrats, pouvoir faire la loi comme il faut l'appliquer, parce que c'est important. Sinon, les retours sont très douloureux d'une part, et puis, sauf au chel d'avoir, il faut quand même donner le minimum de droits qui existe aux employés. Et je sais pas, pour la gestion d'entreprise de base, les employés généralement sont le corps vivant de l'entreprise, donc je vois pas pourquoi ne pas les encourager, les aider. D'une part, et ça serait bien que les employeurs français, même s'ils maîtrisent pas la langue et la mentalité, vraiment qu'ils connaissent, parce que
juste pour finir, Misrada Kalkala, c'est-à-dire le ministère de l'économie israélien est de plus en plus dur, fait des contrôles de plus en plus fréquents sur l'application en fait de certaines règles, dont le fameux fonds de retraite qui est relativement négligé par beaucoup d'employeurs parce que ça coûte cher et ça augmente de beaucoup les charges patronales. Donc c'est très important à tous les entrepreneurs français de se mettre au pas et de vraiment savoir puis c'est aussi un conseil qu'on donne aux entrepreneurs donc qui viennent nous voir donc dans le cadre du service entrepreneur de Qualita. La personne, donc il y a tout un process pour monter son entreprise, mais nous on recommande tout le temps c'est sûr que c'est payer un avocat, mais en amont de quoi que ce soit, mais c'est vraiment un investissement utile parce qu'il peut vraiment s'épargner pas mal de retours. L'expérience montre que prévoir les choses en amont avec des écrits qui sont faits. D'autant que c'est pas la même loi qu'en France. Enfin, c'est important de se couvrir. Ça évite énormément de choses et à la fin, c'est quand même le droit qui régit l'issue du conflit. Donc voilà. Ok, écoutez les amis, on vous remercie donc de votre participation à cette émission. On espère que ça a éclairé pas mal de monde derrière la caméra. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.